Elisa avait toujours rêvé d'une vie meilleure, loin de sa condition d'escorte. Aussi, lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte d'un célèbre footballeur, elle se prend à espérer que tout pourrait changer. Malheureusement, celui-ci n'est pas prêt à assumer ses responsabilités et pour protéger sa carrière et sa réputation, il va prendre une décision radicale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie et on se retrouve aujourd'hui pour une histoire digne d'un scénario de film, mais je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est à Fozzedu Liguazzu que naît Elisa le 22 février 1985. Son père, Luis Carlos Zamudio, est architecte et sa mère, Sonia Fatima Silva, est agricultrice. Le couple vit une relation toxique, Luis est violent, il bat souvent sa femme et l'arrivée de la petite Elisa ne va pas arranger les choses. Alors qu'elle a seulement 6 mois, sa mère décide de fuir cette relation avant que les choses ne dégénèrent totalement. Malheureusement, elle ne réussit pas à partir avec la petite fille, Luis menace de la tuer si elle tente de lui retirer leur bébé. Elle part donc sans Elisa qui reste avec son père. Sonia va repartir à zéro dans un état proche à Mato Grosso, là elle rencontre un nouvel homme et ensemble ils ont un petit garçon. La petite famille vit dans une ferme dans laquelle ils cultivent le poivre. Durant 10 ans, Sonia n'aura que très peu de contact avec sa fille, mais lorsque celle-ci a 10 ans, elle vient vivre avec elle. Tout se passe pour le mieux, elle renoue avec cette maman qu'elle ne connaît pas vraiment, elle s'entend bien avec son beau-père et son petit frère. Malheureusement, après un an de bonheur, Luis revient récupérer Elisa. Une nouvelle fois, la confrontation est violente, il menace tout le monde de mort, il veut qu'Elisa revienne vivre avec lui, et c'est tristement ce qui arrive, Elisa retourne vivre avec son père. Durant son adolescence, elle va vivre un enfer auprès de son géniteur. D'abord abusée par son père, il finit par la prostituer. Dès qu'elle en a l'occasion, à ses 18 ans, Elisa fuit le foyer de son père, elle part s'installer à Sao Paulo, c'est le début d'une nouvelle vie. Elle est devenue une jolie jeune femme et elle rêve de tenter sa chance comme modèle, mais lorsqu'elle arrive dans cette grande ville, des rêves plein la tête, elle n'a malheureusement aucune ressource, aucun soutien. Elle commence alors par multiplier les petits boulots tout en cherchant à lancer sa carrière de modèle. Seulement, la vie est difficile, elle a du mal à joindre les deux bouts et elle commence alors à se prostituer. Parallèlement, elle tente toujours de lancer sa carrière, elle trouve bien quelques séances photos, elle fait quelques shootings, quelques défilés, mais malheureusement sa carrière ne décolle toujours pas. À 20 ans, elle décide de se lancer dans le porno, elle se fait appeler Fernanda Farias. Comme la plupart des Brésiliens, Elisa voue une véritable passion au football. Elle rêve de réussir à se faire épouser par l'une des stars du ballon rond, assurant ainsi son avenir. Elle est inscrite dans une agence d'hôtesse événementielle, elle travaille beaucoup autour d'événements sportifs. C'est ainsi qu'elle se crée un réseau autour du ballon rond. Elle côtoie de nombreux joueurs pros en tant que prostituée et actrice porno, elle participe à des soirées hautes organisées par des grands noms du football. C'est ainsi qu'en mai 2009, elle rencontre Bruno Fernandes Souza, le gardien de but de l'équipe de Flamengo. Elle a alors 24 ans. Bruno Fernandes Souza, dit Bruno, est un talentueux footballeur qui évolue au poste de gardien de but dans l'un des clubs les plus prestigieux du Brésil, Flamengo, situé à Rio de Janeiro. C'est un sportif hyper connu et hyper coté, il est même à cette époque pressenti pour être appelé en équipe nationale. Bruno n'est pas venu au monde avec une cuillère d'argent dans la bouche, loin de là. Il est né le 23 décembre 1983 à Belo Horizonte. Son père, Mauricio, est un délinquant notoire, plusieurs fois condamné pour vol, et sa mère, Sandra, est toxicomane. Elle peut être violente, elle a d'ailleurs été accusée de tentative de meurtre. Alors qu'elle était dans un bar, elle s'est disputée avec une autre jeune femme et elle lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Alors qu'il est tout petit, ses parents l'abandonnent, lui et son frère Rodrigo, ce sont leurs grands-parents qui les élèveront.
Enfant, il passe son temps à jouer au football avec les enfants du quartier sur des terrains vagues et c'est ainsi qu'il se fait remarquer. Sa vie va alors prendre une toute autre tournure. À l'adolescence, il rencontre Daiane Rodriguez qui deviendra sa femme ainsi que la mère de ses 2 enfants. À force de travail et de persévérance, Bruno réussit au fil des ans à s'imposer comme l'un des meilleurs gardiens du pays. Comme je vous l'ai dit, il joue dans l'une des équipes les plus prestigieuses du Brésil, Flamengo. Malgré son ascension footballistique, Bruno est aussi connu pour ses excès. En septembre 2005, il passe la nuit au poste de police pour avoir giflé un supporter qui lui aurait mal parlé. Quelques mois plus tard, en février 2006, il est condamné pour conduite dangereuse et outrage à agent. Bruno est aussi connu pour être un fêtard et un chaud lapin. Il participe à des soirées où se côtoient stars du ballon rond, escortes et autres groupies. En mai 2009, il se rend à l'une de ces soirées et c'est là qu'il fait la connaissance d'Elisa, qui est elle aussi conviée. Ce soir-là, tous les deux auront des relations sexuelles, mais malheureusement pour eux, le préservatif craque. Ils ne sont pas plus inquiets que cela et la soirée se poursuit. Le feeling étant bien passé entre Bruno et Elisa, ils décident de se revoir 2 fois juste pour coucher ensemble. Ce n'est pas le début d'une histoire d'amour, ils se voient tous les deux uniquement pour le sexe, ils en sont conscients. Mais en juillet, Elisa lui annonce être enceinte et ce bébé est le sien. Bruno est sous le choc, il n'y croit pas. Comment peut-elle être sûre que cet enfant est le sien? C'est une escorte et elle fait du porno, elle peut être enceinte de n'importe qui, se dit-il. Mais Elisa est formelle, ce bébé est bien le sien. Elle le sait, elle en est sûre, elle n'a eu aucun rapport non protégé à part le soir de leur rencontre lorsque le préservatif s'est déchiré. De toute façon, Bruno ne veut pas de cet enfant, que ce soit le sien ou pas, il n'en veut pas. Il demande alors à Elisa d'avorter. Mais la jeune femme de 24 ans refuse, elle veut garder l'enfant et elle veut que Bruno le reconnaisse comme le sien. Seulement, pour le footballeur, il n'en est pas question, il est marié, il a déjà 2 enfants et il ne veut pas ruiner sa réputation en s'encombrant de l'enfant d'une prostituée. À partir de là, il va tout faire pour la convaincre d'avorter. Les semaines suivantes, ils continuent à se voir pour coucher ensemble et chaque fois, Bruno lui dit qu'il ne veut pas de ce bébé, il faut qu'elle se fasse avorter. Mais Elisa refuse, elle veut cet enfant, son enfant. Les relations entre eux vont alors se dégrader de plus en plus. Bruno est prêt à tout pour se débarrasser d'Elisa et de son enfant à naître. N'ayant pas réussi à la convaincre, il va tenter de passer par des proches. Il offre l'équivalent de plus de 7 000 € à celui qui réussira à la faire changer d'avis. Peine perdue, Elisa est décidée, elle gardera cet enfant et elle veut que Bruno le reconnaisse, qu'il la soutienne financièrement dans son éducation. Pour lui, il n'en est absolument pas question et étant donné qu'elle ne veut pas entendre raison, il décide de passer à la vitesse supérieure. Fin juillet 2009, il lui donne rendez-vous dans un hôtel et la menace de la tuer si elle n'avorte pas. Mais Elisa ne démord pas, elle refuse et veut toujours qu'il assume sa paternité. Un mois plus tard, elle n'a toujours pas avorté et Bruno lui donne de nouveau rendez-vous dans un hôtel. Cette fois-ci, le ton monte d'un cran et il l'agresse physiquement. Il fait de nouveau pression sur elle. Si en septembre elle n'a pas fait le nécessaire, il la tuera. Mais en octobre 2009, la jeune femme est toujours enceinte, la grossesse est bien avancée, elle est désormais enceinte de 5 mois et elle continue à faire pression sur Bruno afin qu'il assume sa paternité. À cette période-là, elle vit à Rio chez l'une de ses amies. Le 12 octobre 2009, Bruno la contacte, il est dans les parages et il lui propose une rencontre pour discuter et essayer de trouver un terrain d'entente. Il vient donc la chercher chez son amie. Une fois dans la voiture, chacun reste sur ses positions. Comme il lui avait déjà dit à maintes reprises, il ne veut pas de cet enfant, il veut qu'elle s'en débarrasse. Mais pour elle, il n'en est inlassablement pas question. Elle gardera cet enfant qui grandit en elle et qu'elle commence à sentir bouger. Devant ce nouveau refus, Bruno sort alors une arme à feu, il la braque et la conduit dans l'un de ses appartements. Il n'est pas seul, il est avec son fidèle ami Luis Henrique Ferreira, surnommé Macarao. Les 2 hommes la forcent alors à boire une boisson abortive et des somnifères.
Elle sera maintenue captive pendant plus de 12 heures. À son réveil, il la laisse repartir en la menaçant de mort si elle en parle à qui que ce soit. Bien qu'effrayée, Elisa ne se laisse pas intimider et elle se rend tout de suite à la police pour déposer plainte. C'est à ce moment-là que l'histoire va prendre une tournure publique. La presse s'empare de l'affaire. Bruno, le célèbre gardien de Flamengo, le club le plus aimé du pays, aurait séquestré sa maîtresse car elle était enceinte et elle refusait d'avorter. L'affaire prend de l'ampleur et Bruno décide de s'exprimer dans les médias. Il publie une déclaration. Il raconte qu'Elisa est une prostituée, il a certes fauté et couché avec elle lors d'une soirée, mais il n'est pas le père de son enfant, c'est une menteuse qui n'en veut qu'à son argent et il va prendre des mesures pour l'empêcher de lui faire du mal à lui et à sa famille. Pour se défendre, Elisa va, elle aussi, prendre la parole dans la presse, affirmant que l'enfant qu'elle porte est bien celui de Bruno. Ce dernier est un homme violent qui la menace depuis des mois et la terrorise. Parallèlement, l'enquête suit son cours, le procureur ordonne des analyses pour savoir si, comme elle le prétend, Elisa a des restes de médicaments abortifs dans son organisme. Malheureusement, les résultats vont mettre plus de 9 mois à arriver, beaucoup trop tard pour Elisa. Car la jeune femme demande dans la foulée une mesure de protection. Elle a peur de Bruno qui l'a déjà plusieurs fois menacée de mort et séquestrée. Elle obtiendra juste une ordonnance restrictive obligeant le footballeur à ne pas s'approcher à plus de 300 mètres d'elle. Elle voulait une protection plus importante, mais étant donné qu'elle n'est pas la compagne officielle du footballeur ou sa maîtresse, le juge lui a refusé. Le 10 février 2010, soit près de 4 mois après sa séquestration, Elisa met au monde un petit garçon à Sao Paulo qu'elle décide d'appeler Bruninho, qui signifie petit Bruno. Les jours suivant la naissance, elle continue de demander à Bruno de reconnaître cette paternité, mais le gardien de but refuse. Les choses s'enveniment et Elisa fait alors appel à la justice. Elle entreprend une action en reconnaissance de paternité et, par la même occasion, elle demande une pension alimentaire. De nouveau, la nouvelle sort dans la presse et ces scandales à répétition commencent à entacher l'image du footballeur. Certains de ses sponsors se retirent, ils ne veulent plus être associés à lui. En plein tourbillon médiatique, il faut donc qu'il trouve rapidement une solution. En mai 2010, il contacte donc Elisa par téléphone. Il décide en quelque sorte de faire son mea culpa. Il lui dit qu'il est enfin prêt à assumer, il lui dit qu'il va l'installer dans un appartement à ses frais avec son fils à Rio, là où se trouve le club de Flamengo. Il s'engage également à faire le test en reconnaissance de paternité, mais pour cela, pour tout régler, il lui demande de revenir à Rio. Elisa est soulagée, mais elle n'y croit pas vraiment. Elle confie à ses amis qu'il y a des chances que Bruno la tue une fois là-bas, mais elle décide tout de même d'y aller. Après tout, il y a peut-être une chance qu'il soit sincère et que tout s'arrange. Elle arrive donc au début du mois de juin avec son fils de 4 mois à Rio. Tous les deux séjournent dans un hôtel payé par Bruno. Le 4 juin, Bruno lui propose de le retrouver dans l'une de ses propriétés située à Minas Gerais, un état voisin de l'état de Rio de Janeiro. Seulement, Elisa n'a pas de voiture, le gardien de but la rassure et lui dit qu'il lui envoie quelqu'un pour la récupérer. C'est la dernière fois que ses amis auront de ses nouvelles. Le lendemain, elle ne donne pas signe de vie, le jour suivant non plus. Même si elle ne voyait pas sa mère depuis la naissance de son petit garçon, elle s'appelait régulièrement pour se donner des nouvelles, et sa mère et ses amis vont se montrer tout de suite très inquiets de son silence. Ils décident de signaler sa disparition. Alors que l'enquête commence, la nouvelle de sa disparition se répand une nouvelle fois dans la presse. Personne ne sait où se trouve la jeune maman et son bébé de 4 mois. Le 24 juin 2009, la police reçoit un appel anonyme déclarant qu'Elisa aurait été tuée, ses vêtements auraient été brûlés et son corps caché dans la ferme de Bruno à Minas Gerais. Étant donné la médiatisation de l'affaire, le juge refuse de délivrer un mandat de perquisition sur une simple déclaration anonyme. Bruno est un personnage public très apprécié et adulé, et si l'info était une dénonciation calomnieuse destinée à lui nuire, cela pourrait ternir l'image de la police. Cependant, il autorise la surveillance de la propriété. Le 26 juin 2009, le fils d'Elisa, Bruninho, est retrouvé.
Il était avec l'une des maîtresses de Bruno, Fernanda Castro. Le bébé se trouvait dans un logement se situant dans un bidonville. Il est immédiatement placé dans un foyer et je vous raconterai plus tard ce qu'est devenu ce pauvre bébé. Après cette découverte, Fernanda est placée en détention. Elle est accusée d'enlèvement. Elle raconte immédiatement que c'est la femme de Bruno qui lui a donné le bébé. Bruno, sa femme et le gardien de la propriété sont tous interrogés. Le footballeur va déclarer qu'Elisa est bienvenue dans sa ferme pour y abandonner son bébé avant de repartir, rien de plus. Le 28 juin, 2 jours après la découverte du petit garçon, devant le manque de coopération de Bruno et de son épouse, les policiers obtiennent un mandat pour fouiller la fameuse propriété de Bruno. Dans la maison, ils retrouvent des vêtements de femme, des affaires pour bébé, comme des couches et des biberons. Le Range Rover de Bruno est fouillé. À l'intérieur, il retrouve des taches de sang. L'analyse révélera que c'est bien le sang d'Elisa. Il retrouve également une paire de sandales noires à talons, une seconde paire de sandales plates et des lunettes de soleil. Tous ces objets seront montrés aux proches d'Elisa qui reconnaissent que ce sont bien les siens. La police possède désormais pas mal de preuves de la présence de la jeune femme dans la propriété, mais rien de suffisamment concret semble-t-il pour le juge qui refuse de délivrer un mandat d'arrêt contre le footballeur professionnel. Les policiers vont devoir trouver plus de preuves. Le 6 juillet 2009, les policiers arrêtent dans l'un des appartements de Bruno le jeune cousin du footballeur âgé de seulement 17 ans. Sous la pression des policiers, il ne va pas tarder à craquer et il va faire de choquantes révélations. Ce jour-là, le 4 juin 2010, lui et Macarao sont allés chercher Elisa et son fils à leur hôtel. Seulement, contrairement à ce qu'elle espérait, Bruno n'avait aucune intention de céder face à la jeune mère. Il avait un tout autre projet en tête, beaucoup plus sombre. Souvenez-vous que comme Elisa n'avait pas de voiture, Bruno lui avait promis de lui envoyer quelqu'un pour la conduire jusque chez lui. C'est son fidèle ami Macarao qui vient donc la récupérer à son hôtel ce jour-là. Malheureusement, elle ne sait pas qu'elle vient alors de tomber dans un piège mortel. Dans le coffre de cette voiture se trouve Sergio, le cousin de Bruno de 17 ans. Il est armé. Alors qu'Elisa monte dans la voiture avec son fils de 4 mois sur les genoux, il sort du coffre et la braque avec son arme. Ne se laissant pas faire, toujours avec son bébé sur les genoux, elle engage une lutte avec Sergio et elle réussit à le désarmer. Elle pointe le jeune homme, cependant, au moment où elle tire, elle se rend compte que l'arme n'était pas chargée. Sergio lui assène alors instantanément plusieurs coups violents au visage. Elle perd connaissance. Lorsqu'elle reprend connaissance, elle se trouve dans l'un des appartements de Bruno, mais celui-ci n'est pas sur place. Fernanda, sa maîtresse, quant à elle, est présente. Pendant qu'Elisa est retenue contre son gré par Macarao et Sergio, c'est elle qui s'occupe du petit garçon. Le lendemain, alors qu'Elisa est toujours séquestrée dans l'appartement, Bruno joue un match avec son équipe, mais il supervise les opérations. Il est en contact avec son ami et son cousin par téléphone, il les appelle 4 fois depuis le vestiaire. Après le match, Bruno rejoint ses complices à l'appartement, il les récompense en leur donnant à chacun 1700 $. Sans attendre, le groupe se sépare en deux pour prendre la route en direction de Minas Gerais. Elisa, le bébé, Macarao et Sergio montent dans une voiture et Bruno et Fernanda dans une autre voiture. Ils quittent Rio et ils roulent pendant 7 heures avant de s'arrêter dans un motel à Cotageï. Ils sont alors rejoints par un certain José Laureano, plus communément appelé Zézé, un ancien policier qui connaît Bruno et Macarao depuis 2 ans. Il va faire l'intermédiaire entre eux et l'une de ses connaissances, un tueur à gages surnommé Bola. Bola a un fils passionné de football et il rêve de le voir percer et faire une carrière pro. Il passe alors un terrible accord avec Bruno. Il s'occupe d'Elisa et, en échange, Bruno aide son fils à percer dans le foot. Bola est connu dans le milieu du crime comme étant un expert dans la disparition des corps, ils ne sont jamais retrouvés. Ensemble, le groupe se rend dans la propriété de Bruno, celle perquisitionnée plus tard par la police. Sur place, Elisa est séquestrée dans une pièce à l'écart, elle va y rester quelques jours. Pendant ce temps-là, Bruno continue sa vie comme si de rien n'était. Il organise d'ailleurs une grande après-midi barbecue piscine et il reçoit pour l'occasion une 30aine de personnes.
Les invités ont juste pour consigne de ne pas rentrer dans la maison, de rester dans le jardin. Mais l'un des amis de Bruno insiste pour entrer dans la maison, il ne comprend pas pourquoi Bruno refuse catégoriquement qu'il entre pour se rendre aux toilettes. Le gardien de Flamingo le met alors dans la confidence et lui montre Elisa prisonnière. Son ami est sous le choc, il comprend que Bruno va la tuer et il lui conseille de renoncer. Mais les choses sont allées trop loin, il ne peut plus faire marche arrière et il doit régler définitivement le problème Elisa. Le 10 juin 2009, après plusieurs jours de détention, Sergio et Macarao sont chargés de conduire Elisa chez Bola. Pendant ce temps-là, Bruno brûle les affaires d'Elisa, puis il confie le bébé à Fernanda avant de reprendre un avion pour Rio. Chez Bola, Elisa va être torturée pendant des heures par le tueur à gages. Elle supplie son bourreau de l'épargner, mais rien n'y fait. Il finit par l'étrangler sous les yeux de Sergio et Macarao. Après avoir tué la pauvre mère de famille, il entreprend de faire disparaître le corps. Il se met alors à les couper en morceaux, il les met dans un sac noir, puis il se dirige vers un chenil où se trouvent 4 Rottweilers. Sergio va raconter qu'il a alors d'abord donné une main d'Elisa à ses chiens et ces derniers l'ont mangé. Il a ensuite donné tous les morceaux du corps de la pauvre Elisa qui a été entièrement dévorée par les chiens. Aucun reste ne sera jamais retrouvé. Après les terribles déclarations de Sergio, le juge délivre enfin un mandat d'arrêt contre Bruno, son meilleur ami Macarao et le tueur à gages Bola. Le 8 juillet, Bola est arrêté et accusé du meurtre d'Elisa. Le lendemain, alors que les policiers s'apprêtent à aller interpeller Bruno ainsi que son meilleur ami, les 2 jeunes gens décident de se rendre. Ils sont tous les 2 accompagnés de leur avocat. Bruno a préféré se rendre de lui-même pour éviter, entre autres, d'être menotté devant les journalistes. Avec ses avocats, il annonce ne rien avoir à faire avec ce crime, ce ne sont que des racontards. D'ailleurs, il annonce que ses avocats vont le prouver. En attendant, les 2 hommes sont incarcérés. Le 15 juillet 2009, son club de Flamengo le licencie. L'affaire, quant à elle, fait la une des journaux. Les policiers vont-ils finir par retrouver le corps d'Elisa? Car, sans son corps, rien ne prouve qu'elle soit vraiment morte. Les traces de sang retrouvées dans le Range Rover de Bruno étaient trop peu importantes pour témoigner d'un crime. Les ossements n'ont jamais été retrouvés. Ils n'ont retrouvé aucune trace d'Elisa, aucune trace de sang ni dans la propriété de Bruno, ni chez Bola. Dans la maison du tueur à gages, où il est censé avoir démembré la pauvre Elisa, il n'y avait aucune preuve. Ils ont également inspecté l'enclos des chiens, mais toujours rien. La seule preuve qu'avait le juge était le témoignage du cousin de Bruno, Sergio, âgé de 17 ans. Le 29 octobre 2009, Bruno ainsi que son cousin Sergio, son meilleur ami Macarao, le tueur à gages Bola, la maîtresse Fernanda et Dayene, l'épouse, sont tous inculpés pour le meurtre d'Elisa. Le même jour, les résultats des analyses faites sur Elisa lorsqu'elle avait déposé plainte 9 mois plus tôt sont enfin disponibles. Ils sont positifs. Elisa avait bien dans le sang des restes de médicaments abortifs ainsi que des somnifères. Les avocats de Bruno et de sa femme vont faire traîner la procédure en déposant de nombreuses injonctions. Sergio, le témoin clé, était mineur au moment des faits. Après avoir passé un accord avec les procureurs, il est finalement libéré le 10 août 2012, mais il doit toujours témoigner contre son cousin Bruno. Malheureusement, 12 jours après sa sortie de prison, il est assassiné. Beaucoup pensent que Bruno n'est pas étranger à cet assassinat car, sans le témoignage clé de Sergio, il n'y a aucune preuve concrète contre lui. Je ne sais pas si ces rumeurs sont vraies, mais un couple a été condamné pour la mort de Sergio. Selon la version officielle, voici ce qu'il s'est passé ce jour-là. Le 21 août 2012, Denilsa Cesario Silva, une jeune serveuse de 30 ans, se rend à pied à son travail se situant à Belo Horizonte. Pour s'y rendre, elle traverse comme chaque jour le quartier de Minaslandia. Alors qu'elle marche, elle est importunée par Sergio qui l'apostrophe et la traite de bombasse. Il se montre très vite, très lourd et très insistant, il essaie de la toucher, lui dit des obscénités et lui montre même ses parties intimes. Tant bien que mal, la jeune serveuse continue sa route et alors qu'elle s'éloigne, Sergio lui dit que si elle passe de nouveau par ici le lendemain, il lui fera la même chose.
Le soir, en rentrant du travail, Denilsa, qui est mariée, n'en parle non pas à son époux, mais à son amant Alexandre. Ce dernier n'est pas un enfant de cœur, déjà arrêté à plusieurs reprises, il est entre autres connu pour trafic de drogue. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, le lendemain il l'accompagnera lui-même au travail. Effectivement, le lendemain il l'attend en moto, mais il ne va pas la conduire, il va la suivre de loin. Lorsqu'elle arrive dans le quartier de Sergio, ce dernier vient une nouvelle fois l'importuner. Alexandre arrive alors et l'interpelle « Alors c'est toi le voleur ?» Sergio n'a pas le temps de réagir qu'Alexandre sort une arme et lui tire dessus. Il le rate et Sergio réussit à prendre la fuite. Poursuivi, il sera touché par 6 balles alors qu'il cherchait à se réfugier chez un ami à lui. Le 19 novembre 2012, 2 ans après la disparition, le procès de Bola s'ouvre et il est reconnu coupable du meurtre d'Elisa. Il est condamné à 19 ans de prison pour le meurtre, plus 3 ans supplémentaires pour dissimulation de cadavres. Le 24 novembre, c'est le procès de Macarao qui débute. Il est lui aussi reconnu coupable et condamné comme Bola à 19 ans plus 3 ans. Il obtiendra une réduction de peine de 8 ans après avoir avoué. Il désigne Bruno comme le commanditaire. Lui a seulement emmené Elisa chez Bola. Il ne savait pas qu'elle serait tuée, raconte-t-il au tribunal. Alors qu'ils étaient en prison, les gardiens ont intercepté une lettre de Bruno destinée à son meilleur ami Macarao. Dans celle-ci, il lui demande d'assumer l'entière responsabilité à sa place. Il écrit qu'ils ne pourront pas continuer à nier le crime, il y avait trop de preuves qu'elle était avec eux ce jour-là. La lettre était signée et 2 experts ont affirmé que c'était bien Bruno qui l'avait écrite. Le 15 janvier 2013, Fernanda, la maîtresse, est condamnée à 5 ans de prison car elle était au courant du crime et elle n'a rien fait pour l'empêcher. Finalement, le 4 mars 2013, s'ouvre enfin le procès de Bruno. Il nie toujours l'avoir tué, il vient à la barre pour témoigner et raconte en pleurant être désolé et se sentir coupable. C'est Bola qui l'a tué et c'est son fidèle ami Macarao qui a tout orchestré dans son dos. Lui n'était au courant de rien. Il nie également l'enlèvement, selon lui c'est Elisa qui est venue volontairement pour réclamer une pension. Il raconte qu'il s'était mis d'accord, il devait lui donner l'équivalent de 10 000 € par mois, il n'avait pas la somme complète en liquide et il lui a donné d'abord une partie avant de lui promettre de lui donner la suite. Mais Elisa voulait l'argent tout de suite, elle est donc venue volontairement à sa rencontre à la ferme. Sur place, il n'y avait pas eu de dispute et elle était repartie avec Macarao. Ce n'est que plus tard que Bruno avait appris que finalement Macarao avait orchestré son meurtre. Pour lui, c'était clair, tout était de sa faute. Mais pour le tribunal, tout ceci n'est que comédie. Personne ne croit en sa version. Sa sentence tombe, il est condamné à 22 ans de prison et a versé près de 115 000 € à son fils illégitime Bruninho. Mais 4 ans plus tard, il est finalement libéré sous condition. 4 jours après sa libération, il signe un nouveau contrat avec un club de seconde division. Le 8 avril 2017, il est de nouveau sur le terrain, ce qui va provoquer un véritable scandale. Le club est extrêmement critiqué, il perd ses sponsors et le 25 avril, il décide de rompre le contrat. Bruno retourne alors en prison. 2 ans plus tard, en 2019, il obtient de nouveau un régime de semi-liberté. Il signe dans un club de 3e division. Seulement, son régime de semi-liberté ne lui permet pas d'assister régulièrement à tous les entraînements. Son club résilie alors son contrat. Aux dernières nouvelles, il est toujours sous un régime de semi-liberté. Après avoir commandité le crime de la pauvre Elisa, il mène une vie quasi normale, il a le droit de sortir, il peut trouver un travail. En prison, il a divorcé et s'est remarié. Après avoir été retrouvé, le fils d'Elisa a été placé dans un foyer. Le lendemain, son grand-père, le père indigne d'Elisa, qui l'avait abusé durant sa jeunesse, est venu récupérer le petit garçon et a fait les démarches nécessaires pour obtenir la garde. Mais la mère d'Elisa, Sonia, s'est battue pour pouvoir récupérer le petit Bruninho. Une bataille judiciaire s'est alors engagée entre les 2 grands-parents et c'est Sonia qui a finalement eu la garde, notamment à cause des antécédents du grand-père qui, je vous le rappelle, abusait et prostituait sa fille. Les tests ADN ont confirmé que le bébé était bien l'enfant de Bruno. Aujourd'hui, il vit avec sa grand-mère et il n'aura jamais la chance de connaître sa maman.
En 2022, Bruninho, par l'intermédiaire de sa grand-mère Sonia, a déposé une plainte contre son père pour non-versement de la pension alimentaire. Le juge avait condamné le gardien à lui verser une pension alimentaire jusqu'à ses 25 ans, chose qu'il n'a pas faite. Du coup, son fils et sa grand-mère lui réclament près d'1 million d'euros. En août 2022, suite à cette plainte pour non-paiement, il a de nouveau été arrêté par la police. Il est aujourd'hui actuellement en liberté. J'espère que Bruninho vit dans un environnement stable et aimant malgré le conflit judiciaire qui l'oppose à un père qui ne le reconnaît pas. J'espère qu'il grandit bien et qu'il a une vie heureuse. Cette histoire tragique nous montre jusqu'où certaines personnes peuvent aller pour éviter de payer une pension alimentaire et protéger leur réputation et leur image publique, même au prix de la vie d'une autre personne. Comme beaucoup de Brésiliennes, Elisa rêvait de s'émanciper, soit en devenant modèle. Je vous renvoie d'ailleurs sur ma vidéo sur Kimberly Mota, une autre jeune Brésilienne qui rêvait de devenir Miss Brésil, je vous mets le lien en description, soit en épousant un bon parti, un joueur de foot professionnel. Lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte d'un célèbre footballeur, elle a sûrement vu l'opportunité de se mettre financièrement à l'abri. Si Bruno reconnaissait le bébé et lui versait une pension, elle n'aurait plus de problème d'argent, elle ne serait plus obligée de se prostituer pour vivre. Mais Bruno ne l'entendait pas de cette oreille, il était hors de question qu'il entretienne une fille qu'il considérait comme une simple prostituée. Ce n'est pas parce qu'elle vendait ses chambres que c'était une mauvaise personne, mais pour lui, elle était une moins que rien. Il n'a pas hésité à raconter dans la presse que c'était une fille de joie, une parmi tant d'autres. Il ne semblait avoir aucun respect pour elle. Bruno, malgré son ascension sociale due à son statut de footballeur, était un enfant des favelas. Et il a pensé pouvoir régler le problème d'Elisa à sa façon. Quand elle a refusé de se faire avorter, il lui a d'abord proposé de l'argent, mais elle a également refusé. Il a alors commencé à la menacer. À plusieurs reprises, il lui a dit « Tu ne sais pas qui je viens des favelas, je vais te tuer. Je te tue, je te jette n'importe où et... personne ne saura que c'est moi. » Et c'est malheureusement ce qu'il s'est passé. Depuis le départ, il envisageait de la faire disparaître, il refusait qu'elle nuise à son image publique. Les policiers ont retrouvé dans l'ordinateur d'Elisa de nombreuses conversations MSN avec ses proches. Elle disait avoir peur, elle se cachait, elle disait qu'il finirait par la tuer. Lorsqu'elle est partie se réfugier chez des amis, après la tentative d'avortement forcé, les amis de Bruno lui envoyaient des messages pour essayer de la localiser. Il faisait tout pour la faire venir à Rio. Cette affaire a choqué la société brésilienne, elle a soulevé de nombreuses questions et controverses. Elle a eu un impact significatif sur la perception du pays en matière de violence contre les femmes et de traitement des athlètes et personnalités célèbres. Ce terrible crime a jeté une ombre sur le football brésilien, mettant en lumière les problèmes d'éthique et les inquiétudes concernant le traitement privilégié des sportifs célèbres dans le pays. La libération temporaire de Bruno en 2017 et sa tentative de retour au football professionnel ont suscité une vive controverse. Plusieurs clubs ont montré de l'intérêt pour le signer, ce qui a été critiqué aussi bien par le public que par les médias. La mort d'Elisa a provoqué une vague d'indignation au Brésil avec de nombreuses manifestations demandant justice pour Elisa et une plus grande attention portée aux problèmes de violence domestique et d'impunité pour les célébrités. En résumé, l'affaire Elisa Samúdio a eu un impact majeur sur la société brésilienne en soulevant des questions sur la violence contre les femmes et l'impunité dont peuvent bénéficier certaines célébrités. Le cas continue d'être un sujet de discussion et de polémique. Je vous avoue que je suis également choquée du traitement de Bruno. Après avoir été reconnu coupable, il a passé seulement quelques années en prison. Aujourd'hui, il est libre, mais la pauvre Elisa n'est plus là et son enfant est orphelin. J'espère qu'à défaut de l'avoir trouvée divertissante, vous avez trouvé cette vidéo informative. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire et de la condamnation de Bruno. Si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, vous pouvez me le signifier en inscrivant Elisa dans les commentaires. Vous pouvez également me soutenir en likant, partageant et vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque là surtout, restons prudents!